ne dit pas les femmes portent des jupes. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Nous avons 5200 pompiers suspendus. Et les bananes, elles sont pas chères. Payer les gens ne rien foutre pendant le Covid, pendant 1 an. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. On dirait une vendeuse de chez Ikea. On a décrit ces traités, on ne se sert plus du sèche-linge. Vous allez maintenant aimer le pass énergétique. Le philosophe mannequin Bernard-Henri Lévy est rentré d'Ukraine avec un reportage photo pour Paris Match. Bonjour les amis. Bonjour Bertolt Brecht. Bonjour, Stanley. C'est aujourd'hui le premier épisode de la revue du stress. Ça te va Bertolt Brecht? Oui, ça me va. Puisque ça lui va, eh bien on va le faire. Alors surtout les amis, si vous voulez être tenus au courant des prochains épisodes de la revue du stress, je vous invite à cliquer sur abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti! Par quoi on commence? Eh bien, je crois qu'il faut reprendre l'actu depuis 4 mois, puisque ça fait quand même 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc on va reprendre les événements depuis ce moment-là. Je crois que Mélenchon, il était contre Macron. Il ne faut pas donner une seule voix. Ah, monsieur Macron! Non, Bertolt Brecht, c'est pas tout à fait ça. Entre-temps, il a fait élire, pendant les 2 tours, entre 2 tours, il a fait élire Le Poudré. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Alors, il est pour Macron? Non, pas vraiment, non. Une fois qu'il a été élu, ce freluquet, comme dirait Michel Onfray, eh bien, Mélenchon, il a dit, écoutez, moi, je serai Premier ministre. Si majoritairement, il y a des députés qui sont élus de cette manière, nous serons la majorité, et il a été convenu que ce serait moi le Premier ministre. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon Premier ministre? C'est les salaires, à commencer par le salaire minimum. Alors, il l'a été? Non, mais le Rassemblement national a obtenu 89 sièges et la NUPES 171. On ne dit pas NUPES, on dit NUP. On ne dit pas les femmes portent des jupes. Tu as raison, la NUP a obtenu 171 sièges à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait une motion de censure, mais comme le Rassemblement national n'a pas voté cette motion de censure, elle n'est pas passée. Voilà, c'est dommage. Je suis un député macroniste. Avec les macronistes, il faut s'attendre à tout. Parce qu'ils ont une majorité relative, mais en même temps, une majorité absolue, parce qu'il y a les LR. C'est très bien tout ça. Mais c'est qui Macron? Macron, en fait, c'est un Young Global Leader. Rassurez-vous, Macron est un Young Global Leader comme Trudeau et tant d'autres. Je suis un Young Global Leader. Alors, dis-moi, quels sont ses projets à Macron? La réforme du chômage. Tu sais, il y a beaucoup de chômeurs en France. On nous dit que le chômage a baissé, mais c'est pas vrai. Et puis tu vois, Macron, en fait, il pense que les chômeurs, c'est des feignants. Mais qu'est-ce qu'il veut encore faire, Macron? La réforme des retraites. Ben oui, c'est le grand truc de Macron. Il veut absolument faire sa réforme des retraites. Je crois qu'il est contre la retraite à 65 ans, Macron. C'est ce qu'il a dit.
Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Et j'invite les gens qui, de manière simpliste, quand j'entends certains qui ne l'ont pas fait quand ils étaient aux affaires dire c'est ça la solution, d'abord de regarder notre société. On ne sait jamais avec Macron. Seulement il obéit à l'Union européenne. Alors forcément, il fixe la direction dans ce sens-là. Et de je sais pas trop quoi. Emmanuel Macron, Le Monde, veut relancer sa réforme des retraites coûte que coûte pour retrouver une dynamique politique et renouer avec son ambition réformatrice. Bon, là je sais pas trop faire le ton solennel. Je pense que c'est une folie pour notre pays. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est le déficit des retraites à l'horizon 2030, 2040, 2050, tu sais pas trop. Franchement, c'est la priorité du moment. Peut-être que ça va passer. Il y aura des manifs, il y aura des protestations. Alors qui sait qu'il y a au moins 70% des Français qui sont opposés à ça? Macron a un brillant ministre qui s'occupe de ce sujet. On peut compter sur lui. Seulement, évidemment, tout cela se fera dans la concertation. Mais oui, c'est évident, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Macron, il voulait réformer le RSA. Il y a beaucoup de gens au RSA, mais Macron, il veut les faire travailler. Il paraît que c'est plus juste. Bon, on va pas chinoiser, mais enfin, ces pauvres gens, ils vont travailler pour des clopinettes. Ça s'appelle comment? L'esclavage. Quels sont les problèmes depuis cet été? Il y a le problème de la rentrée des classes. Et le nouveau ministre Pap Ndiaye, eh bien, il va avoir du boulot parce que la casse de l'école, elle remonte à loin. Et son prédécesseur, M. Blanquer, il n'allait pas vraiment non plus arranger les choses en massacrant le bac. Tu vois, regarde cette copie. Regarde cette copie. Tu vois le niveau? Tous là, vous voyez le niveau où on est arrivé, l'éducation nationale? Vous voyez à quel niveau on a monté nos élèves? C'est incroyable. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de profs qui ont écrit des bouquins pour dénoncer le massacre de l'école. Seulement, cette année, ça a été terrible. Ça a été terrible parce qu'il y a une pénurie d'enseignants et il y a plein de postes d'enseignants qui n'ont pas pu être pourvus. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté des contractuels en 5 minutes, voilà, et puis on les a mis sur n'importe quelle discipline, et puis on les a formés en 4 jours. Mais rassurez-vous, il y aura un adulte devant chaque classe. D'ailleurs, un adulte, moi, je vous en ai trouvé un adulte devant une classe. C'est un choix que j'ai fait, mais tu sais pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants, qui étaient déjà, il y en a qui étaient grands quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Donc tu vois, la dernière, elle avait votre âge quand je l'ai connue. Quoi encore comme problème, dis-moi? Eh bien, il y a aussi l'hôpital. Tiens, regarde. L'hôpital croule sous la bureaucratie, avec une multiplication d'organismes, avec 30% d'administratifs, une pénurie de soignants, une tarification à l'acte voulue par l'Union européenne, des suppressions de lits depuis des années, dont 5700 pendant la pandémie. Nous avons un nouveau ministre de la Santé. Non, il ne s'appelle pas Von Braun mais François Braun. Il succède à Véran qui fut si brillant pendant le Covid. Les urgences? Tu vas voir. Ah, c'est pas ballot. Braun, après sa mission flash, a décidé de filtrer l'accès aux urgences par le SAMU. Puis, on a fermé des urgences la nuit, puis des urgences tout court. Tout ça
à cause de la pénurie de soignants, alors qu'il y a des milliers de soignants suspendus. Quoi encore comme problème, dis-moi? Eh ben, il y a eu tous les incendies de forêt pendant cet été. Ça a été terrible. On avait la moitié de nos canadaires en panne et surtout on manquait de pompiers. Il y a eu des pompiers d'autres pays de l'Union européenne qui sont venus nous aider. Mais tu vois, c'est encore ballot parce que nous avons 5200 pompiers suspendus. Il n'y a pas encore d'autres problèmes en plus de tout ça? Oh que si! Tiens, par exemple, l'agriculture. L'agriculture, elle est complètement en déclin à cause de la politique agricole commune. Mais tu sais, on n'arrive plus à trouver des saisonniers, il y a une pénurie de saisonniers, et puis surtout les agriculteurs, ils vivent dans des conditions épouvantables, ils gagnent pas leur vie et ils s'en sortent pas. Alors il y a plein d'agriculteurs qui se suicident. Alors, si je comprends bien, il y a plein de pénuries. Eh oui, il y a plein de pénuries, il y a de la pénurie partout. Mais après, on doit quand même prendre notre vélo pour aller voir un conducteur de car de chez Transdev, tu sais, qui amène les gosses le matin à l'école, qui touche 700 € par mois pour qu'on ait une vue quand même très concrète de pourquoi il y a pénurie en la matière. Et est-ce que c'est en diminuant le chômage, les indemnités, qu'on va en trouver plus dans ce boulot-là? Et on n'a pas encore parlé de la pénurie d'énergie, parce que celle-là aussi, c'est une grosse pénurie. Alors, parlons-en. Oui, mais avant, il faudrait peut-être quand même parler un petit peu de l'inflation. Ouais, c'est l'inflation. Mon prix a beaucoup augmenté. Moi aussi, mon prix a augmenté. Même les frites sont chères. Moi aussi, je suis devenu très cher. Et les bananes, elles sont pas chères. Moi, je suis hors de prix. Tu vois, l'inflation, elle est énorme. Regarde cette courbe. L'inflation est énorme. Elle est due à quoi, l'inflation? Charles Gave explique ça très bien. Écoutons-le. Payer les gens n'ont rien foutre pendant le Covid, pendant 1 an. L'inflation là, c'est qu'on a émis du papier obligataire qui a été acheté, la planche qui a été achetée par la Banque centrale, c'est-à-dire que c'est de la planche à billets déchaînée, quoi. Donc on a imprimé de l'argent comme des fous. Donc maintenant, la valeur de la monnaie baisse. Les gens ne comprennent pas, mais l'inflation, ça n'est pas la hausse des prix, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Parce qu'on en a trop fait. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, c'est qu'en fait, c'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie, parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas du tout une hausse des prix, c'est le billet que vous avez dans votre poche qui perd de la valeur au fur et à mesure. Parce que le gouvernement s'est débrouillé pour qu'il baisse, parce que comme ça permet de payer moins ses fonctionnaires, ça permet de rembourser la dette, c'est donc une manœuvre volontaire des gouvernements de créer un appauvrissement des gens. Il faut quand même ajouter ce que dit Charles Gave, le fait quand même que l'énergie a aggravé les choses. L'énergie quand même, ça joue un rôle dans l'inflation. Je me demande si c'est pas à cause de la guerre en Ukraine, tout ça. Pas seulement, non, pas seulement. La pénurie d'énergie avait commencé bien avant la guerre, il ne faut pas l'oublier. Macron, il a dit que c'était la fin de l'abondance. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Il a parlé de la fin de l'abondance, c'est ce qu'il a dit. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, c'est aussi la fin des évidences. La fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, c'est aussi la fin des évidences. La fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. La fin pour qui en avait une forme d'insuffisance. Mais pourquoi c'est la fin de l'abondance? Pourquoi cette fin de l'abondance? Mais enfin, pourquoi on en est arrivé là? Voilà ce qu'il faut dire. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, écoute, et tu vas comprendre. On devrait avoir une électricité pas chère grâce au nucléaire. Mais à cause de l'Union européenne, les coûts de l'énergie sont déconnectés des coûts de production. On est obligé de fixer les prix en fonction de la centrale à gaz la moins performante. C'est ça le marché de l'électricité. Et EDF est obligé de vendre pas cher une partie de sa production à des opérateurs qui ne produisent rien et qui la revendent au prix du marché. C'est la concurrence libre et très faussée. Il est vrai qu'il y a plein de centrales qui ne marchent pas. Mais c'est la conséquence d'une décision de François Hollande de planifier la fermeture de 12 centrales nucléaires. Le PDG d'EDF a expliqué que, dans ces conditions, il n'embauchait plus des gens pour entretenir les centrales, mais pour les démonter. Macron est furieux, mais c'est bien lui qui a fait fermer Fessenheim pour faire plaisir aux Allemands. Et alors moi, ce qui me fait rire, mais vraiment, ce qui me fait rire, c'est qu'on s'imagine qu'on va s'en sortir avec des éoliennes. Non mais on nous prend pour qui? Faut arrêter. Alors, quelles sont les conséquences? Conséquences? Ah ben, conséquences, tu vas voir Macron. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Nos valeurs. Il parle de nos valeurs. Très bien, mais c'est quoi nos valeurs? Ou plutôt ses valeurs à lui? C'est quoi ces valeurs? Bombarder la Libye, emmerder les gens, réprimer les gilets jaunes, les éborgner? C'est ça les valeurs qu'il veut défendre? Tout ça, c'est quand même un peu la faute de la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, la guerre en Ukraine a joué aussi son rôle. En fait, c'est à cause des sanctions. À cause des sanctions que nous, les Occidentaux, nous avons mises à la Russie, ben ces sanctions sont retournées contre nous. Tiens, par exemple, pour le gaz. Alors, voilà, on est en train de chercher du gaz partout. Donc quand j'ai entendu des commentaires disant le président va venir à Canossa pour avoir plus de gaz, ça c'est n'importe quoi. Alors là, mon œil que t'allais pas chercher du gaz. Non, pas de peau, mon vieux, les Italiens étaient passés avant toi, voilà, bon. Remarque, t'es pas le seul, hein. Ta copine Ursula, elle va chercher du gaz en Azerbaïdjan. Tu sais, l'Azerbaïdjan, c'est le pays qui bombarde l'Arménie. Et oui, voilà, quoi. Ouais. Les Européens, ils cherchent du gaz et du pétrole partout dans le monde. Oui. Par exemple, les Européens achètent du pétrole à l'Inde, et l'Inde, elle le revend très cher, celui qu'elle a acheté bon marché à la Russie. Voilà, c'est tout. Les sanctions, elles sont contournées. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On va se geler cet hiver. Ah oui, on va se geler et ça va être chaud, sans jeu de mots. On va se geler et ça va être chaud. C'est ce que laisse entendre Ursula dans son fameux discours sur l'état de l'Union. Le discours sur l'état de l'Union. Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés. On dirait une vendeuse de chez Ikea. Mais non, c'est la Poste. Joindre les deux bouts devient extrêmement difficile et inquiète des millions d'entreprises et de ménages de l'Union européenne.
Mais nous voyons également comment les Européens font face à ce défi, notamment les salariés en Italie dans les usines céramiques qui ont décidé de travailler tôt le matin pour bénéficier des prix bas de l'énergie. Et imaginez les mères et les pères parmi ces gens-là qui doivent quitter leur maison très tôt parce que les enfants dorment encore à cause d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. C'est un exemple parmi tant d'autres d'Européens qui s'adaptent à la nouvelle réalité. Mais nous demandons aussi un effort citoyen aux Françaises et aux Français. Et en la matière, il n'y a pas de petits gestes. Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochains. Je vous cite quelques exemples. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie. Et notamment, on débranche son Wi-Fi, on baisse un peu la clim maintenant que les températures sont amenées à diminuer. C'est aussi un geste qui fonctionne. Et puis bien sûr, on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. Encore une fois, ces gestes du quotidien sont des gestes qui ont un très fort impact sur notre consommation énergétique. C'est bon pour nos réserves et évidemment, c'est bon pour la planète. Ma femme et moi, on a décrété ces traités, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. On étend le linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Merci Poutine. Tu as dit que ça va faire chaud cet hiver. Mais pourquoi ça va faire chaud? Tu vois, Macron, il a fait un conseil de défense. Il fait un conseil de défense énergétique, comme il faisait un conseil de défense sanitaire. Ça devrait nous faire réfléchir, parce que ça nous rappelle un petit peu la politique qui était menée du temps du Covid, et moi, ça m'effraie. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Écoute bien ça. On parle de carte carbone, de compteur Linky, de police des températures, de délestage de 2 heures par jour, de coupure de mobile, sans parler d'un décret qui permettrait de te foutre 1 500 € d'amende si tu te chauffes à plus de 19 degrés. Eh bien, tu vois, tout ça, moi, ça me rappelle une vidéo que j'avais faite à propos du QR code. Vous avez aimé le pass sanitaire, vous avez aimé le pass vaccinal, vous allez maintenant aimer le pass énergétique. On parle beaucoup du sabotage des gazoducs Nord Stream. Qui est-ce qui a bien pu faire le coup? L'hypothèse la plus vraisemblable, ce serait que ce soit Mélenchon qui a fait le coup. Non, je rigole, mais après tout, ça pourrait être Bernard-Henri Lévy, oui, BHL, le grand héros de la guerre en Ukraine. On dit que ce sont les Russes. Pourquoi pas? Tout est possible, c'est peut-être eux. On a bien dit que c'était eux qui bombardaient la centrale nucléaire de Zaporijjia. Pourtant, cette centrale, ils l'occupaient. Bon, alors, s'ils sont masochistes, ils se bombardent eux-mêmes. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, peut-être, effectivement, qu'ils ont saboté les gazoducs, mais c'est pas bien malin, puisque, en fait, c'est eux qui sont propriétaires de ces gazoducs. Ça aurait été tellement plus simple pour eux, s'ils voulaient embêter les Occidentaux, ça aurait été beaucoup plus simple de fermer les robinets, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux? Tout est possible. Mais Poutine, lui, il dit que ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Mais alors,
le crime. Nous avons un faisceau d'indices, c'est tout ce que nous avons. Mais dans ce faisceau d'indices, nous remarquons que les Américains se sont toujours opposés au gazoduc entre l'Allemagne et la Russie. Et même du temps de Reagan, il y avait eu des sabotages américains de tels gazoducs. Et puis, là, il y a eu un tweet d'un député polonais, mais qui est député européen, voilà, mais qui est pro-européen, pro-atlantiste. Et dans ce tweet, il dit, en parlant du sabotage des gazoducs Nord Stream, il dit « Merci les États-Unis ». Et puis, rappelons-nous quand même le discours qu'avait fait Joe Robinette Biden en février, quelques jours avant la guerre en Ukraine. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Mais alors, où est-ce qu'on va? Je sais pas où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Ben, je ne sais pas où on va. Les Ukrainiens, visiblement, prennent un certain avantage. Ils ont réussi des offensives assez brillamment. Voilà, donc ça va peut-être aussi les inciter à persévérer dans la guerre. D'autre part, Poutine a décrété une mobilisation partielle. C'est pas très rassurant. Et puis, il a officiellement annexé, à travers un référendum, 4 régions de l'Ukraine. Et pour couronner tout ça, Ursula von der Leyen n'a pas vraiment posé l'apaisement dans un discours de l'État de l'Union, d'ailleurs, toujours dans un discours qui est quand même assez hallucinant. Que les choses soient claires, les sanctions sont là et vont rester. Il faut nous montrer déterminés, il ne faut pas chercher l'apaisement. Ce discours est délirant. Ne pas chercher l'apaisement, c'est entretenir la guerre. Il y a des Ukrainiens et des Russes qui meurent tous les jours. Des gens qui n'y sont pour rien, dont on détruit les maisons, dont on tue les enfants. Jadis aux États-Unis, ceux qui ont fait la guerre du Vietnam ne s'en sont jamais remis. Il y avait des manifestations contre la guerre. On refusait la conscription. C'est pareil en Russie. Les gens ne veulent pas être de la chair à canon. Civils russes, civils américains, civils européens, civils ukrainiens, même combat. On ne veut pas de la guerre, encore moins de la guerre nucléaire. Et c'est pas très rigolo tout ça. Ah non, c'est vraiment pas rigolo. Oui, oui, là, tu as raison, écoute, tu as raison, là, il y a assez de choses stressantes comme ça. Maintenant, je crois qu'il est temps, en fait, que nous passions au petit moment de rigolade qui est prévu dans chacune de nos revues du stress, et donc de passer à la rubrique Cancan et polémique. Eh ben maintenant, Bertolt Brecht, hein, pour nous faire rigoler, maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, vas-y Bertolt Brecht. La reine d'Angleterre, elle est morte. C'est bien triste. Enfin, elle avait un certain âge. Mais ce qui est marrant, c'est que Macron et Brigitte, ils sont venus à son enterrement avec des baskets. Ils sont venus en basket. Et puis, il y a le CNR, Conseil national de la refondation. C'est Macron qui l'a voulu. Le CNR a été voulu par l'Élysée. Il a tenu sa première réunion. François Bayrou en est le président, il est aussi au commissaire au plan, où il n'a rien foutu. Mais l'inénarrable Bayrou nous précise bien que le CNR n'est pas l'Assemblée nationale. Avec la guerre en Ukraine, il y a quand même des trucs marrants.
les journalistes qui prennent des cheminées pour des missiles russes. Et puis, il y a l'inénarrable Bernard-Henri Lévy. Regardez son tweet et le tweet ironique et le retweet ironique. C'est sans doute lorsque les renseignements militaires russes ont appris que vous étiez dans les parages que Poutine a ordonné à ses troupes de reculer. Et puis aussi son reportage sur Paris Match. Alors celui-là, il est vraiment marrant. Le philosophe mannequin Bernard-Henri Lévy est rentré d'Ukraine avec un reportage photo pour Paris Match. Dieu qu'il est beau. Et il était l'invité de BFM pour parler de son sujet de prédilection, lui-même. Je ne sais pas, mais j'ai plutôt tendance à le penser. J'étais à Nikolaïev, je suis arrivé à Kharkiv, j'ai passé un peu de temps, c'est dans le reportage de Match. Moi, en tout cas, j'ai constaté, j'ai vu dans le reportage de Match, j'ai constaté. Moi, quand je vois ces bataillons ukrainiens, j'ai l'impression qu'ils défendent mes enfants. Mais il y a aussi l'affaire de l'imam. Cet imam était accusé de je sais plus quoi. Alors Darmanin, il a dit, je t'expulse. Et puis, l'imam, il a été innocenté, mais Darmanin, il a dit, ça fait rien, je t'expulse quand même. Le tribunal administratif a dit non, et puis le Conseil d'État a dit oui, mais entre-temps, l'imam s'est expulsé tout seul en partant en Belgique. Alors, ce qui est marrant, hein, tout de même, c'est que Darmanin, il avait dîné avec lui pendant qu'il était candidat à la mairie de Tourcoing, parce que il voulait avoir les voix des musulmans. Vous savez, au planning familial, on parle de personnes ayant un utérus. Ils disent que même un homme peut être enceint. Les hommes, ils peuvent être enceints. Au planning, on sait qu'il y a encore plus de genres que de contraception. Toutes les personnes qui ont des règles ne sont pas forcément des femmes. Papa, je vais bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Oh, c'est à cause de la bière. Et puis, il y a les hommes politiques féminicides. Tel Damien Abad. Allez, virez du gouvernement. Et puis, il y a ceux de LFI. Alors, ceux de LFI, eh ben, ils comparaissent devant la commission sexuelle du parti. Toi, Taraboas, tu te présentes pas et tu dis que c'est à cause du racisme. Toi, Éric Coquerel, toi, c'est pas grave. Toi, Adrien Quatennens, tu t'es mis en retrait. Eh ben, c'est très bien, on te soutient. Et puis, toi, Julien Bayou, alors là, fais gaffe à Sandrine, hein, parce que Sandrine, elle va t'épurer et te déconstruire. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et une enquête judiciaire, vous l'avez... Non, une enquête journalistique. Une enquête journalistique semble être en cours. Trousseau, par-delà l'androcène. Trousse l'épuratrice. Elle va tous les épurer et les déconstruire. Et puis le barbecue est beaucoup trop lié à la virilité du patriarcat. Eh ben voilà, la vidéo est terminée. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis, allez, un petit pouce bleu. Ça nous fera du bien. Voilà. Merci les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.